publie n'importe quoi ces temps-ci. Le lancement de la saga James Bond au cinéma ne s'est pas fait en un jour. L'histoire de sa production est l'une des plus chaotiques et intéressantes de l'histoire du cinéma. Certains projets sont devenus légendaires du fait de ne jamais avoir été menés à bout, comme le Napoléon de Stanley Kubrick, l'Enfer de Clouseau ou le Dune de Jodorowsky. Eh bien, sachez que James Bond a bien failli rejoindre cette liste. Cela peut sembler absurde, compte tenu du nombre d'adaptations existantes. Mais depuis la sortie en 1953 du roman Casino Royale, Ian Fleming mit tout en œuvre pour adapter James Bond à l'écran, et il s'écoula presque 10 ans avant qu'il y arrive, et le projet passa de main en main sans jamais être mené à bout et causa moult imbroglios juridiques. Mais le résultat fut la création de la première série de blockbusters de l'histoire du cinéma. Dès la sortie du premier roman, en 1953, Ian Fleming est très motivé par l'idée d'adapter son œuvre sur grand écran. Si bien qu'il s'empresse de vendre pour 1000 $ seulement les droits d'adaptation télévisuelle de Casino Royale à la chaîne américaine CBS. Casino Royale, premier du nom, avant la parodie de 1967 et le film de 2006, s'inscrit comme le troisième épisode de la série télévisée Climax Mystery Theater. Il s'agit d'une adaptation tournée en partie en direct, où Jimmy Bond est américain et fait désormais partie de la CIA. L'épisode est diffusé le 21 octobre 1954. Ce Casino Royale est tombé dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un enregistrement de l'épisode soit retrouvé sur un marché aux puces en 1981. Mais dès la sortie du roman en 1953, différentes sociétés de production sont intéressées par une adaptation sur grand écran des aventures de l'agent secret, comme Associated British Pictures. En 1955, Ian Fleming vend les droits d'adaptation cinématographique de Casino Royale à un réalisateur, Gregory Ratoff, pour 6 000 $. La trouvaille du siècle. Cependant, ce dernier n'arrive pas à concrétiser le projet et décède en 1961 avant d'avoir pu réaliser son film. Enlisé dans la gadoue. Les droits d'adaptation sont rachetés par le producteur Charles Feldman. En avril 1954 sort Vivre et laisser mourir, le second roman James Bond. Un producteur, Alexander Korda, se montre extrêmement enthousiaste à l'idée d'adapter le roman au cinéma. Il le fait lire à différents réalisateurs. Mais Ian Fleming le freine et lui demande d'attendre le prochain roman, Moonraker, qui ferait selon lui un meilleur film. Malheureusement, Korda perd avec Moonraker son envie d'adapter James Bond. Fin 1954, c'est la Warner qui se montre extrêmement intéressée pour adapter Vivre et laisser mourir et Moonraker. Malheureusement, Ian Fleming réclame trop cher aux yeux de la Warner, 1000 $ par option sur roman et 25 000 $ par film. La Warner proposait moitié moins par option par roman et 5 000 $ non seulement pour Vivre et laisser mourir et Moonraker, mais aussi l'ensemble des romans à venir. Avec l'inflation, 5 000 $ d'époque correspond aujourd'hui à un peu moins de 50 000 $, ce qui paraît presque absurde quand on sait que Spectre a atteint les 880 millions de dollars de recettes et Skyfall a dépassé le milliard. À la sortie du roman Moonraker en 1955, les droits d'adaptation vont être disputés. À droite! Non, à gauche! Qu'est-ce qui conduit? Laisse-moi! D'abord, le comédien John Payne, lui, pas lui, propose 1000 $ pour une adaptation et 10 000 si le film entre en production. Ian Fleming se montre très intéressé et accepte le contrat. Cependant, en Angleterre, la Rank, qui possède Pinewood, propose une offre ferme de 5 000 $ pour la production de l'adaptation de Moonraker. Ian Fleming se montre encore plus intéressé, mais il doit rompre le contrat passé avec Payne pour pouvoir valider celui avec la Rank, et doit pour cela passer par un procès. Mais en fin d'année 1955, Payne, lassé, abandonne et laisse les droits à la Rank. Dès lors, plusieurs scénarios sont rédigés, mais aucun qui ne semble faire un bon film James Bond. Ian Fleming écrit lui-même un script, mais la Rank ne donnera jamais suite. En 1958 est publié Dr No. On propose alors à Ian Fleming un nouveau projet d'adaptation. Cependant, l'auteur va décliner, car déjà engagé dans un projet d'adaptation en série télé. Mais finalement, la série non plus ne verra pas le jour. « 1959. Accélération et complication des projets d'adaptation, et le début de la fin pour Ian Fleming. Cette année-là, James Bond n'est vraiment pas passé loin de la case cinéma. Un ami de Ian Fleming, Ivar Bryce, vient de créer sa société de production, la Xanadu, avec un producteur et réalisateur nommé Kevin McClory. Les deux hommes ont la volonté de porter James Bond sur grand écran. Le film partirait sur une histoire originale. Un accord est passé pour 50 000 livres, soit environ 850 000 livres aujourd'hui. Ian Fleming écrit un premier script non retenu. Un scénariste, Jack Whittingham, est engagé pour prolonger le travail de l'auteur. Le film s'appelle alors James Bond of the Secret Service.
un comédien est trouvé pour interpréter 007, Richard Burton. Et Alfred Hitchcock en personne se montre intéressé pour réaliser le film. Malgré tout cela, le projet ne sera pas mené à bout. Les relations entre Ian Fleming et Kevin McClory sont très tendues. Fleming et Ivar Bryce chercheraient à mettre McClory hors jeu. De plus, ce dernier peine à trouver des financements au film. Petit à petit, Ian Fleming se désolidarise du projet. Mais l'auteur britannique va se montrer pernicieux et va adapter le scénario de James Bond of the Secret Service pour son prochain roman, qu'il baptisera Thunderball, ou Opération Tonnerre en France. Bien évidemment, sans l'accord de McClory et Whittingham. Je vous ai eu, bande de sous-développés! Un procès sera intenté en 1961 et va, en plus de l'alcool et du tabac, fortement affecter la santé de l'auteur de James Bond. L'issue de ce procès conduira bien plus tard à la naissance d'un film hors série en 1983. Mais revenons en 1961. Pour l'instant, toujours aucune adaptation en vue. Avant même la sortie d'un premier film James Bond au cinéma, le 7e art a influencé la sortie d'un roman James Bond, puisque Ian Fleming a volé un scénario pour en faire un roman. L'engouement autour d'une adaptation était suffisamment fort pour que cela intéresse même le maître du suspense, Alfred Hitchcock. Malgré tout, toujours rien. Vont alors intervenir deux hommes, qui vont rentrer dans l'histoire et créer la première saga de blockbuster, Harry Saltzman et Albert Broccoli. Vous voyez, monsieur Bond, j'ai un second plan. Ah, moi aussi. Le docteur Kaufman en a maintenu en vie 52 heures. J'espère battre son record. Je pensais que votre télé nous mettait déjà à la torture.